Alors, sur le numérique, une interview d'un mec de chez Unity. Donc là, vous allez lui tomber dessus dans les commentaires, ça j'en suis sûr. Unity revendique son positionnement premium. Ah bah, oui, vu les prix pratiqués, en même temps, le contraire aurait été étonnant. Alors, entretien, le numérique poursuit son état des lieux du marché de l'automobile électrique en France avec Unity, l'opérateur de bornes de recharge dirigé par un consortium de fabricants de véhicules. Bon, je vous passe l'intro, hein. Qui se cache derrière Unity? Un consortium de constructeurs automobiles regroupant BMW, Ford, Mercedes, le groupe Volkswagen et depuis peu Kia, avec Hyundai du coup. Son objectif est très clair, construire un réseau de recharge rapide pour les véhicules électriques qui circulent sur les autoroutes en Europe. David Mignan, ancien country manager à France de Unity, devenu responsable du développement des infrastructures de recharge sur l'Europe de l'Ouest et des équipes de maintenance au niveau européen, fait un point sur la stratégie et les objectifs du consortium au moment où le marché des voitures électriques particulières connaît une forte croissance dans l'Hexagone. Alors question au numérique. Combien avez-vous de stations Unity en France et quel est votre objectif? Aujourd'hui, nous avons 53 stations ouvertes en France et 14 en construction. Notre objectif est d'atteindre 80 stations fin 2020. Nous nous en approchons. La cadence a toutefois été ralentie par la crise sanitaire, mais nous avons profité pour avancer sur des sujets administratifs. Nous rattrapons notre retard. Que pèse la France à l'échelle européenne pour Unity? Notre objectif pour cette année est d'atteindre 400 stations en Europe, dont 80 en France. L'Allemagne et la France sont les pays où l'on trouve la plus forte densité de stations Unity. L'idée de notre consortium est de rendre possible les déplacements à longue distance en Europe. Une borne dans le sud de la France soutient les ventes dans les autres pays européens, parce que les personnes qui roulent en voiture électrique peuvent se déplacer en Europe. Oui, ça c'est sûr. Et vous ciblez avant tout les autoroutes. Nos 80 stations haute puissance seront uniquement sur autoroute. Nous pouvons sortir des autoroutes mais en restant à proximité. Quels sont les critères retenus pour déterminer votre maillage? Plusieurs critères sont pris en compte. Nous essayons d'être présents tous les 120 km pour couvrir les déplacements nationaux. Alors, il faut faire mieux que ça, hein. 120 c'est beaucoup quand même, hein. Surtout avec le nombre de voitures électriques qui augmente. Mais nous devons faire avec nos partenaires, ce sont principalement les sous-concessionnaires et les exploitants des stations-service. Les concessionnaires d'autoroutes entrent également en ligne de compte, et ce n'est pas évident. Il faut que ce soit le même partenaire à chaque fois. Les stations peuvent donc être décalées, mais nous essayons d'avoir des stations au même niveau dans un sens comme dans l'autre d'une autoroute. D'accord. L'attractivité des stations est-elle regardée avant une implantation? Il n'y a pas forcément un calcul de retour sur investissement. Il faut que ce soit utile pour les déplacements. Quand on fait une station sur la 7 par exemple, on sait qu'elle sera particulièrement prisée. En termes de service, nous avons un niveau de qualité assez élevé. Nous allons plutôt viser des stations assez premium. Pour rendre possible nos investissements qui sont assez lourds, nous ciblons des stations-service récemment construites. Quel est le taux d'utilisation de vos stations? La saisonnalité se retrouve sur l'électrique. Juillet et août représentent 60% des charges de l'année sur nos bornes. Les stations sont bien utilisées par les vacanciers. Sur la 6 la 7, nous pouvons atteindre par exemple entre 600 et 800 recharges par mois. C'est quand même beaucoup. Enfin, c'est beaucoup, oui et non. Avec le matériel, le raccordement, le réseau, le poste de transformation, on s'approche du million d'euros grand maximum pour le prix d'une station du coup. Nous ne cherchons pas un retour sur investissement sur quelques années, nous tablons sur 10 ans pour espérer récupérer notre mise. Oh, à mon avis, vu les tarifs, on va dire, pratiqués, ça va être dans moins longtemps que ça, hein. Nos actionnaires investissent dans une étape pour rendre possible la mobilité électrique. Nous savons qu'il nous faudra beaucoup de temps pour avoir quelque chose qui s'autosuffit financièrement. Nos actionnaires connaissent l'intérêt de cet investissement. Combien de bornes par station? Nous avons globalement le même nombre de bornes par station. Nous installons 4 points de recharge en haute puissance. Mais tout est construit pour en accueillir 6. Tout est donc dimensionné pour accueillir 2 bornes supplémentaires. L'approche est de se dire que 4 bornes ça suffit pour le moment. Nous surveillons toutefois les pics de départ et de retour pour étendre ou non chaque station. Nous voulons être très actifs, mais nous savons que l'offre va s'étendre. Et il va y avoir d'autres acteurs qui vont arriver sur les autoroutes. Oui, la concurrence serait pas mal, hein, quand même, parce que là, sur les stations où il n'y a pas de possibilité de recharger des mauvais type 2, nous avons là installé des bornes tri-standard. Sur les 53 stations actuelles, la moitié est équipée de ce type de bornes. C'est de toute façon une obligation légale en France. Notre volonté est d'être sur la haute puissance, nous nous focalisons donc sur le combo CCS. Le 50 kW rend des services mais ne permet pas de faire des trajets de longue distance. L'obligation du multistandard est à 50 kW. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos projets d'implantation? La région parisienne fait-elle partie de vos objectifs?
Une station est en construction à Blois, elle sera ouverte à la fin de l'année 2020. Nous continuons à densifier le réseau. Les aires proches de Paris n'étaient pas initialement compatibles, mais il y en a quelques-unes qui vont arriver. Il y a des pistes de réflexion. Nous n'excluons aucune solution. Alors, la question qui fâche. Unity est critiqué pour les tarifs pratiqués. Que répondez-vous à vos détracteurs? Avec la puissance de charge proposée sur l'installation, nous sommes sur un positionnement premium. Nous savons que 80 à 90% des recharges se font à domicile. L'usage de nos bornes est ponctuel. Les usagers viennent chercher une vitesse de recharge différente. Le prix pratiqué est celui qui est affiché, à savoir 79 centimes la minute. C'est un prix ad hoc hors abonnement. Nous sommes sinon un opérateur de charge totalement interopérable. Nous proposons certains prix pour les fournisseurs de mobilité, dont font partie Shell, ChargeMap, ChargePoint. Ce seront qui choisissent les prix sur nos bornes pour leurs abonnés. Oui, bah du coup, 86 centimes avec ChargeMap, du coup, oui, c'est un peu cher, on va pas se mentir. Là où le bas blesse également, c'est la tarification à la minute. Vous avez changé plusieurs fois votre tarification ces derniers mois. Vous étiez au forfait avant de passer au kilowattheure et avant de passer à la minute début juillet 2020. Pourquoi? Ah, très bonne question aussi. Le passage à la minute est réglementaire en France. La réglementation ne dit pas qu'il faut facturer à la minute, mais la facturation au kilowattheure nécessite d'être capable de faire certifier la chaîne de mesure de cette énergie consommée. Ceci n'est pas encore faisable sur les puissances qui nous préoccupent, mais nous y travaillons afin de repasser sur une facturation au kilowattheure. C'est ce qui explique aussi pourquoi la facturation au kilowattheure est possible sur d'autres équipements qui ont des puissances différentes. La tarification au kilowattheure est plus juste pour les consommateurs. Nous avions sinon démarré avec une tarification à l'acte de 8 € dans toute l'Europe. Ouais, alors ça a duré, c'est vrai, plusieurs mois. Donc c'était beau d'ailleurs, à 8 € l'acte, c'est-à-dire que vous pouviez faire le plein de votre voiture à 8 €. C'était un forfait à 8 € du coup. Mais bon, évidemment, c'est fini depuis longtemps et maintenant il se rattrape avec une tarification hors de prix, on va pas se mentir. Alors, c'est bientôt fini du coup. Qui fabrique vos bornes? Sur l'ensemble, nous avons 3 fabricants, 2 qui représentent 95% du marché, ABB et Tritium. Quelques stations aux Pays-Bas proviennent de Porsche. Nous en assurons la maintenance. Sur certaines parties, nous faisons appel à nos partenaires, mais notre volonté est d'assurer nous-mêmes cette maintenance. Pensez-vous que l'objectif des 100 000 bornes fin 2021 est atteignable? C'est souhaitable, il y a un aspect financement. En parallèle, il y a des freins techniques qu'il faut lever. Si l'ensemble de ces éléments est pris en compte en parallèle, ce sera possible. Des annonces avec beaucoup de chiffres, on en a vu passer. Le plus gros du déploiement s'est fait sur les bornes publiques, en agglomération, par les syndicats d'électrification. C'est le secteur qui s'est le plus développé, je suis plus inquiet pour la recharge en collectivité, en copropriété. Cela a pris beaucoup de retard. Les verrous administratifs ne sont pas encore levés, c'est cette charge qui est problématique. Donc clairement, les 100 000 bornes fin 2021, on peut toujours rêver, hein, mais ça n'arrivera pas. Hein. On fera un point, hein, évidemment, fin 2020 déjà, sur le niveau des bornes en France, et il restera plus qu'un an du coup pour atteindre ce chiffre. On en sera loin, à mon avis. Donc voilà, il a pas trop répondu sur les changements de tarifs, hein, évidemment, il va pas se mouiller trop, ce monsieur-là. Donc pour lui, hein, le passage à la minute, c'est réglementaire en France. Donc si c'est réglementaire en France, pourquoi ils l'ont pas fait dès le début après avoir proposé un forfait à 8 € en fait? Pourquoi être passé d'abord par le tarif au kilowattheure, puis ensuite être passé par le tarif à la minute? Moi, c'est ça qui m'échappe, je comprends pas en fait. Si c'était la loi, bah, il fallait directement passer par le tarif à la minute, tout simplement. Pourquoi avoir fait ça? Il dit que la facturation au kilowattheure nécessite d'être capable de faire certifier la chaîne de mesure de cette énergie consommée. Bah apparemment vous avez été dans l'illégalité plusieurs mois alors, parce qu'au début c'était ça, hein, le kilowattheure, donc c'est quand même étonnant cette explication que je trouve un peu light pour ma part. Voilà, bah écoutez, que pensez-vous de cette interview? Après, les questions que vous me posez sont bonnes. Je trouve qu'il a pas trop répondu, il s'est pas trop mouillé ce monsieur-là. Hein. Quand on lui demande les prix aussi prohibitifs, ils sont sur un positionnement premium. Ils savent que 80-90% des recharges se font à domicile, donc ça veut dire honnêtement qu'ils n'ont pas trop de remords à proposer des tarifs comme ça. Hein. Ils se disent c'est bon, tout le monde va charger chez soi, donc même si on leur fait payer la race, au final c'est pas grave puisque ça sera une fois de temps en temps dans l'année. Bah alors c'est une mauvaise mentalité de réagir comme ça, je trouve. Ça laisse libre cours à toutes sortes de prix prohibitifs. Hein. Si on réagit comme ça, on peut même aller à 1 € la minute, hein, ou à 1 € le kilowattheure, tant qu'on y est avec des réflexions comme ça, non. Je pense qu'il faudrait réglementer les tarifs dans les bornes, parce que là, franchement, ça devient n'importe quoi. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'avez-vous pensé de cette interview
de ce monsieur de Unity. Ciao.